Alors, il s'agit d'un patient âgé de 66 ans. Ce cas a été traité en 2 temps. Vous verrez les 2 temps. Un premier temps diagnostique et puis un temps thérapeutique pour une polypectomie ou dissection sous muqueuse difficile. Il s'agit d'un patient de 66 ans qui a un carcinome bronchique localement avancé, traité par radiochimiothérapie et immunothérapie. Ce patient est asymptomatique. Il a eu dans ce cadre de bilan d'extension un PET scanner qui a montré une réponse partielle du cancer bronchique, mais 2 foyers d'hypermétabolisme du bas-fond sécal et semble-t-il à la région recto-sigmoïdienne. Donc ce patient, vous allez voir 2 temps, un temps diagnostic où les polypes ont été enlevés et puis un polype du côlon transverse n'a pu être enlevé, donc ce patient est repris 2 jours plus tard pour réaliser une polypectomie, une mucosectomie ou une dissection sous muqueuse de ce polype difficile. Les opérateurs sont le docteur Gasmi et le docteur Gonzalez pour la première étape et la deuxième étape sera réalisée par le docteur Gonzalez et le docteur Granval car le docteur Gasmi est tombé sous les coups du Covid et il est dans son lit de douleur chez lui. On fait donc une coloscopie de dépistage suite à une fixation au PET scan chez un patient sous immunothérapie. Mohamed vous détaillera un petit peu mieux le cas après. Et donc on utilise pour cet examen un coloscope Pentax RetroView EC34I10TF. Donc il a la capacité de faire des rétrovisions assez facilement. Et on l'associe à un processeur Optivista qui est équipé de l'intelligence artificielle. Donc on va vous montrer juste sur l'image là, vous voyez l'écran qui n'est pas connecté, donc on vous le filme et vous avez déjà une lésion de type 02A de Paris qui semble présente au niveau du bas-fond sécal. Alors est-ce que ça peut être l'objet de l'hyperfixation? C'est quand même discutable vu la taille. Et vous verrez, on a aussi vu plusieurs lésions d'angiodysplasique et également plusieurs lésions inflammatoires comme celle-ci qui peuvent être induites par l'immunothérapie. Mohamed va vous en parler, puisque ce patient a eu un PET scan il y a 6 mois qui était négatif avant un PET scan positif secondairement. Voilà. Donc on vous remettra l'image au fur et à mesure si on détecte des lésions qu'on peut être amené ou pas à réséquer. Voilà, donc effectivement, on a affaire à un patient qui a eu un TEP scanner il y a quelques semaines. Un TEP scanner qui a servi à réévaluer l'intensité de fixation métabolique au niveau de sa tumeur bronchique. C'est un patient qui est suivi pour un cancer bronchique métastatique, qui est localement avancé plutôt, qui a été traité par radiochimiothérapie et devant la bonne réponse aux radiochimiothérapie, il a eu un traitement par immunothérapie depuis quelques mois. Et donc ce malade qui a eu un TEP scanner il y a 6 mois sans fixation au niveau du tube digestif, a eu un nouveau TEP scanner pour réévaluer la réponse à l'immunothérapie et il a été noté de 2 hyperfixations pathologiques, une au niveau du bas-fond sécal et une à hauteur du sigmoïde. Ce malade est asymptomatique au niveau digestif et il n'a aucune anémie ni syndrome de malabsorption. Et donc on s'est positionné au niveau du bas-fond sécal. Vous avez vu tout à l'heure l'orifice appendiculaire. Ce qui nous frappe, c'est qu'on a un aspect assez inflammatoire de la muqueuse colique. Dès qu'on est au contact de la muqueuse, on voit une hyperémie et des saignements dès le contact avec le coloscope. On va reculer. Et on constate également 3 petites lésions que vous avez ici. Alors il faut que je vois, attention, si on peut zoomer. Voilà, vous les voyez, et elles sont, si on fixe, on peut voir que... Alors, puisque elle a décidé de ne pas les détecter pour l'instant. Avance un tout petit peu. Voilà, très bien. Elles sont en théorie détectées. Bon, cela dit, on l'avait quand même assez facilement vu, qui semblent être des petits adénomes. Voilà, on en a 3 qui sont de petite taille, moins de 5 mm. Une muqueuse qui est légèrement plus foncée que la muqueuse environnante, ce qui est en faveur d'un adénome, un cyclopide paterne aussi qui est légèrement cérébelleux. Donc ce sont des lésions 0,2 A ou B de Paris selon laquelle on regarde et qui sont millimétriques. Donc la question se pose de leur résection dans ce contexte d'immunothérapie, sachant qu'on n'a pas encore la réponse du patient finale actuellement.
Donc là, vous voyez sur l'écran du Discovery ici, donc les 3 petites lésions, dont semble-t-il la plus volumineuse qui est détectée par l'intelligence artificielle. C'est effectivement celle qui est la plus près aussi du champ de vision. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où elle a vu une lésion et qu'elle se fixe dessus, on peut considérer qu'il l'a effectivement détectée. Bon, là, on les voit bien de toute façon assez spontanément. On voit que la muqueuse est légèrement plus foncée que le reste de la muqueuse environnante, avec un pit pattern légèrement cérébelleux. Donc je pense que ce sont des petits adénomes. La question qui se pose dans ce contexte, c'est de savoir si on les résèque, dans la mesure où le patient est en cours d'immunothérapie pour un cancer localement avancé, et qu'on sait que ça répond, mais on n'a pas encore d'évaluation finale de la réponse à ce traitement. Alors, ce qui nous a frappé, c'est qu'on a trouvé plusieurs lésions angiomateuses de ce type-là au niveau du sécom et du côlon droit. Voilà, et on voit qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ça ne flashe pas dessus. Hop, voilà. C'est plus le sécom, hein, cela dit. Non, on est dans le côlon droit. Voilà. Cette hyperfixation, donc on pensait sécale, est en réalité liée à une lésion qui est en amont. Pas beaucoup, mais légèrement en amont. On dirait qu'elle est pédiculée. Hop, attention. Voilà. Voilà, très bien. Ça, c'était la petite lésion. Il faut pousser le tube et elle est là. Elle est là. Je pense que c'est une lésion pédiculée. Hein. J'avais l'impression qu'elle était pédiculée en vision axiale. Une lésion pédiculée pour laquelle ouais. Le pied est relativement... Oui, celle-là, elle est pédiculée. Le pied est large, mais pas très long. Ce cas présente déjà un intérêt sur le plan technologique, puisqu'on a eu l'occasion de voir la nouvelle colonne Pentax et effectivement le système d'intelligence artificielle qui est attaché maintenant à cette colonne. Et voilà, ce système, comme vous le savez, s'appelle le Discovery. Et il est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude européenne. Et cette étude européenne est sous la conduite de Peter Siersema. On va sortir tout doucement. Et je crois d'ailleurs savoir que Geoffroy en France participe à cette étude. D'accord. Il y a pas mal d'opérateurs également. Il y a des opérateurs également en Allemagne. Et il y a Michael Hafner qui a publié également sur l'intelligence artificielle et qui est actuellement en Italie. Voilà, donc c'est l'intérêt de cette intelligence artificielle. Pour le coup, il faut savoir qu'il y a énormément de littérature sur le sujet maintenant. L'option, c'est sur les tubes. Que l'intelligence artificielle est essentiellement destinée en fait à deux buts. Hein. Premier but, c'est la détection et deuxièmement, c'est la caractérisation. Donc on y reviendra parce que je crois que Mohamed va tenter d'enlever la lésion maintenant. Alors, donc ce gars également pose un problème intéressant sur le plan diagnostic, puisqu'il avait une fixation au PET scan alors qu'il est sous immunothérapie. Donc évidemment on peut s'interroger sur ce qui a entraîné cette fixation. Il y avait la colite, dont on a vu quelques éléments. Hein. En général d'ailleurs les colites sous immunothérapie se situent plutôt au niveau du sigmoïde. Bon là c'était une colite modérée. Est-ce que les angiomes pouvaient être également en rapport avec l'immunothérapie? C'est pas décrit à vrai dire. Hein. Alors tout ce que j'ai trouvé au niveau du sigmoïde, ce sont des diverticules. Hein. J'ai pas vu de lésion. Donc sur le reste de l'examen, il n'y a pas de lésion sigmoïdienne. Il y a quelques diverticules, mais il n'y avait pas de signe inflammatoire dessus. On peut arrêter l'anesthésie. On va arrêter l'examen, reprogrammer le patient pour une dissection. On est de retour avec un changement d'endoscope, donc pour la partie thérapeutique de ce polype, parce que le coloscope que nous avions était un peu court, on avait du mal à être placé de manière satisfaisante, donc voilà. On utilise là pour le coup un coloscope Fuji EC 760R qui a la capacité d'être un poil plus long parce qu'il fait 1m40. Voilà, donc on a pris un cap pour essayer d'améliorer l'exposition aussi. On voit le polype ici avec le pied à ce niveau-là qu'on va essayer d'injecter donc pour bien le soulever et voir si on peut le capturer en mucosectomie. Qu'on semblerait qu'on soit un peu mieux placé que la dernière fois. Voilà. Probablement le cap est d'une aide importante parce qu'il récline le pli qui est devant. Hein. Il récline ce pli qui était un peu le pli problématique précédemment. Donc on va se placer là, on va injecter et on va voir comment ça se présente derrière.
Sors l'aiguille. Faire d'abord une injection un peu postérieure. Injecte. Stop. Injecte. On a une base qui est assez rassurante pour l'instant. Stop. Oh, très bien. Rentre. Sors. Injecte. Rentre. Sors l'aiguille. Injecte. Ok, stop, rentre. Voilà, donc on l'a largement injecté. On va prendre une anse. On va prendre une anse classique, tressée, je pense, pour voir ce que ça donne. On va avoir une certaine... Essayer de pas trop avoir de rigidité, peut-être. Non, je pense qu'il faut une anse tressée. On pourrait discuter soit une anse 3 cm classique ou bien une anse un peu hexagonale. Mais je pense que tu vas l'attraper sans trop de difficulté, a priori. On va voir, ouais. Après, la difficulté qu'on avait eue, c'était en arrière. Hein. Mais là, on a bien injecté. On a bien commencé par l'arrière pour essayer d'être bonne position. On a le pied ici, qui grâce au cap est bien visible. Donc, on va voir comment ça se présente. Vas-y, ouvre. Ouvre complètement. Hein. La difficulté, ça va être là. Voilà. Ah, alors pas mal. Voilà, là, je pense que je suis pas trop mal. Non, je suis pas sorti. Je suis complètement sorti. Ouais. Alors, je vais essayer de l'aborder par l'autre côté. Oui. Voilà. Là, j'ai l'impression que je suis pas mal. Ça semble bien. Ferme. J'ai l'impression que je l'ai bien. Je sais pas ce que tu en penses, Philippe. Alors, ça me paraît très bien, là. C'est bien pédiculé. Voilà, alors c'est parfait. On a le petit doute derrière, mais on a bien injecté pour essayer de sécuriser ça. Je sais pas ce que Thierry en pense, mais je crois qu'on est pas mal. Oui, effectivement, il y a toujours un doute sur le positionnement de l'anse derrière le polype, quoi. Non, mais tu vois, on voit qu'il se violace un petit peu. C'était bon signe. Voilà, c'est parfait. Bien. On est bien, a priori, on est bon. Alors là, l'intérêt du cap, ça va être aussi de voir un peu, en réclinant, si on est pas mal. Voilà, il y a un petit résidu ici. Ouais. Qu'on va... Alors, je vais le réinjecter. Et on va prendre une anse rigide. Donc, je pense que c'est l'image que vous aviez eue sur la base d'implantation qui vous avait un peu inquiété initialement, ça, je pense. Oui, après, ce polype ne semble pas avoir de composantes plus évoluées. Le pit pattern est bien régulier. Non, le vasculaire, c'est également bien régulier. Ouais. Donc, on est plutôt à la classe polype 2. Hein, une petite monobrin. Et dans les classifications de GNET, par exemple, 2A. Sans l'aiguille. Donc, du coup, effectivement, le pismine n'est pas un problème. Enfin, n'est pas un problème. Il faudra voir l'histologie, bien sûr, évidemment, mais a priori, non. Ok, c'est bon. Rentre. Ok. C'est bon? Vous avez l'anse? On a changé d'anse pour une anse plus rigide.
On va essayer de capturer cette dernière portion, qui est toujours la portion un petit peu plus difficile. C'est celle qui nous avait posé problème. Alors on va essayer de se placer comme ça. Ferme-la progressivement. Voilà. Non, il faut que tu fermes un peu plus vite. Parce que moi je m'adapte en fonction là. Ferme. Très bien, pas plus. Allez. Voilà, parfait. Voilà, on est bon là. Bon, toujours les deux questions habituelles. Traitement complémentaire, maintenant. Donne-moi la pointe. On coagule les bords ou pas et on ferme. On va le faire. Voilà. On va le faire, on a fait 2 fragments, hein, on n'est pas... Après, quand on voit les berges que tu as, elles sont déjà bien blanchies. Je pense pas qu'il faille s'acharner à le faire. Non. Parce qu'on aura une belle nécrose coagulation dessus. Non, mais inversement, compte tenu du contexte, c'est sûr qu'on va pas faire une coloscopie de contrôle chez ce patient autant qu'on coagule. Si on coagule sur le versant muqueux, ça limite déjà le risque. Voilà, je pense que ça suffit. Et on va garder l'anse, Vas-y, rouvre, on va essayer de récupérer le morceau à ce moment-là. Ouais, ça devrait aller. On va pas trop fermer, vas-y, ferme. Et serre pas trop parce qu'elle est monobras, on pourrait risquer de le couper. Voilà, écoutez, on a terminé. Pour le ramener dans le cap. On va le ramener dans le cap. Donc, concernant ce cas qui avait un intérêt diagnostique et thérapeutique, on va peut-être juste commencer par la fin, c'est-à-dire le traitement. Ces gros polypes pédiculés, mais plutôt sessiles, ils nous gênent quand même beaucoup parce qu'on ne voit jamais où on place l'anse derrière. Hein. On l'a bien remarqué là, justement. Et donc, de temps en temps, on peut se demander, et moi je pense, peut-être que quand on en maîtrisera bien tous la dissection, si ça ne sera pas tout le temps des indications de dissection pour être sûr qu'on a tout enlevé en un fragment avec une marge de sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Alors, chez ce patient, on a hésité, puisqu'on a discuté de cette possibilité. Alors après, il y a bien sûr la lésion, il y a le patient, il y avait des paramètres qui nous faisaient dire aussi que prendre le risque supplémentaire d'une dissection chez un patient qui est sous immunothérapie en cours pour déjà un cancer localement avancé, peut-être ça ne valait pas le coup. La deuxième chose, c'est que quand on a analysé le polype sur un plan diagnostique, on n'avait quand même pas de signe de dégénérescence. Il nous semble que c'est de la dysplasie, il était relativement régulier. Et donc c'est vrai qu'on avait un peu moins d'arrière-pensée à proposer une dissection en se disant que même s'il y a une petite pièce mille à faire, on sera quand même tout à fait acceptable. Non, on est d'accord. Alors maintenant, peut-être plus de discussion autour du diagnostic. Alors, bon, ce patient, il a eu un PET scan qui était positif, c'est ça qui a conduit à faire cette coloscopie. Juste dans IAO, là, on va publier une série de plus de 500 malades avec PET scan positif sur le cadre colique. Et dans plus de la moitié des cas, il y avait une lésion néoplasique, qu'elle soit un gros polype qu'on a vu, ou dégénéré. Et à mon avis, il me semble me souvenir qu'il y avait au moins 20% de cancer. Voilà. Donc l'indication a été justifiée, même si le patient, malheureusement, a un pronostic vital engagé pour son autre problème. Mais alors maintenant, la question, c'est vraiment la place de l'intelligence artificielle, dont on a vu les images intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est sûr que l'intelligence artificielle, sur le plan de la détection, dans les études, ça montre que c'est au moins aussi bon, voire meilleur que notre œil. Tout à fait. Okay. Pour ce qui est la caractérisation, enfin ça c'est pour la détection. Caractérisation qui est la deuxième étape, les résultats sont moins évidents. C'est moins évident. Et donc c'est surtout sur la détection pour l'instant que ça s'impose. Alors, ça pose deux problèmes. Un premier problème, je crois, c'est celui de la responsabilité, qui est responsable. Finalement, c'est la machine. D'autant qu'il y en a, on a vu qu'il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de fabricants maintenant qui se positionnent. Donc, est-ce que ce seront les fabricants qui seront responsables, entre guillemets? Puis alors, deuxième question, c'est plus embêtant presque, c'est est-ce que ça doit être obligatoire, quoi? Enfin, je veux dire, on pourrait se demander si, dans un futur proche, ce ne sera pas un élément indispensable sur les colonnes. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux?
Moi, je crois qu'au regard des données on parle de détection. Hein. Oui, on parle de détection. Je me suis mal expliqué au début, c'est vraiment détection. Des données qu'on a dans les études récentes de bon niveau, où effectivement on fait aussi bien qu'une chromondoscopie à l'anigocarmin, par exemple, en taux d'adénome supplémentaire. D'emblée, les mots-clés ressortent. Le TDA est amélioré. Si on a démontré qu'on améliore le TDA avec cette technique, comme avec n'importe quelle autre technique, elle risque de rentrer dans les standards des critères qualité de l'endoscopie. Et si c'est le cas, immanquablement, on va s'équiper. Et de toutes les façons, on se doute que les firmes probablement vont nous proposer cette évolution technologique. Après, moi, je pense que on peut imaginer qu'en centre expert, l'œil expert reste encore d'un certain niveau, mais si on raisonne en termes de communauté médicale, communauté de gastroentérologie, probablement ça va être une plus-value très intéressante. Bien sûr. Et alors, et en termes de responsabilité, moi, pour en avoir fait, il reconnaît, il détecte très rapidement, plus rapidement que moi. Il est capable de détecter, il est capable de détecter 2-3 polypes en même temps. Alors que on va avoir l'œil sur un polype dans un coin, mais lui, il a déjà tout vu, quoi, l'ordinateur. Donc ça, c'est très troublant. Et du coup, se pose la question un peu, on va laisser la main à ce cerveau, quoi. Nous, on va juste manipuler l'endoscope. Et la question se pose de la responsabilité. Tout à fait. Alors ça, c'est sûr qu'il va falloir se la poser. D'ailleurs, peut-être même que nous, on va se la poser si on n'a pas vu le polype, mais qu'en plus, il a été raté par l'intelligence artificielle. Que faire dans ce cas-là? Vers qui se retourne le gastro-entérologue qui pourrait, par exemple, être attaqué? Mais je pense que même si on veut être un peu provocateur, est-ce que la coloscopie ne va pas juste devenir un examen où on monte un tube, on descend un tube, on attend le bip, et il va rester finalement que du thérapeutique si on veut être un peu... on va dire provocateur à ce niveau-là, parce que... Tu as raison. On va finir par là. C'est vrai qu'on pourrait craindre que la coloscopie, au début, le grand truc, c'était de monter au sécom. Voilà. Ouais. Après, le grand truc, c'était de trouver les lésions au maximum. Hein. Okay. Mais maintenant, effectivement, peut-être que la coloscopie va perdre un tout petit peu de son intérêt pour nous si c'est l'ordinateur qui voit les lésions. Alors la seule chose, c'est qu'on manipule, nous, l'appareil. Et c'est nous qui allons quand même voir derrière les angles. Et sur les nouvelles générations d'intelligence artificielle, le système nous dira, attention, vous n'avez pas regardé toute la surface. Alors après, on sera encore plus esclave de cette technique. Enfin, c'est comme ça, hein. C'est l'évolution, et il faudra s'y faire. Et de toute façon, c'est incontournable maintenant compte tenu des qualités et compte tenu des résultats publiés. Voilà. C'est encourageant pour la coloscopie. On voit bien la haute définition, les festonnés. C'est des choses, depuis ces dernières années, qui ont transformé un peu notre quotidien. On trouve plus de festonnés, on trouve plus de lésions. Ça va continuer d'évoluer. Et puis, je pense que ça nous tire un petit peu vers le haut. Pour l'instant, je vois ça positivement. Oui, on est d'accord. Oui, voyons ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci.